Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de 19h. Voici les titres. Le président Patrice Talon a été reçu hier par le président chinois Xi Jinping. Nous en parlerons dans cette édition. Pourquoi certains Béninois préfèrent-ils l'essence de contrebande appelée Payo à l'essence vendue à la station? Vous suivrez dans un reportage que nous propose la rédaction les arguments de nos concitoyens. En Afrique du Sud, 74 personnes, dont 12 enfants, ont été tuées et moins de 50 blessés dans la salle de l'immeuble à Johannesburg. Voilà pour le sommet. Tout de suite, les présidents Xi Jinping et Patrice Talon scellent à Pékin le pacte d'une coopération sino-béninoise renforcée. C'était hier dans une ambiance fraternelle. Le point avec Maury Lagua. C'est sur le perron du Grand Palais du Peuple à Pékin que le président Xi Jinping a accueilli cet après-midi du vendredi 1er septembre son invité, le président Patrice Talon, en visite d'État en Chine. Après la présentation des deux délégations, les honneurs militaires, 8 coups de canon ont retenti dans le ciel de Pékin en l'honneur du Bénin. Les deux présidents ont ensuite échangé à travers une audience durant laquelle ils ont rappelé l'excellente qualité des relations entre la Chine et le Bénin. À travers vous, et je veux bien le faire à travers toutes les autorités politiques que nous rencontrons, saluer la qualité de la relation entre nos deux pays et l'engagement des diverses autorités pour cet aboutissement de nos relations qui ne cesse de s'améliorer. Nous avons proposé un mécanisme de co-investissement, une plateforme entre les autorités politiques administratives chinoises et béninoises pour aider, pour accompagner, pour appuyer les entreprises chinoises, que ce soit privées ou publiques, à venir investir, produire au Bénin, de sorte que cela puisse profiter à la Chine, à cette entreprise, mais également profiter au Bénin en termes d'environnement industriel, créateur d'emplois, créateur de richesses également, créateur d'un environnement de développement d'autres industries. Et cette proposition, nous l'avons adressée aux autorités chinoises depuis quelques temps et les choses ont beaucoup évolué entre votre structure spécialisée qui est CAPFOND et qui aujourd'hui avec nous développons déjà le concept d'accompagner, d'identifier des entreprises, de les accompagner et par diverses manières pour donner un contenu concret à cette dynamique-là. La résultante immédiate de cette visite d'État est la signature d'une kyrielle d'accords de coopération dans plusieurs domaines phares, à savoir formation, agriculture, énergie, etc. Les deux parties approfondiront la coopération de qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, accéléreront les efforts pour promouvoir la synergie d'action dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et l'initiative pour le développement mondial d'un côté, le plan national de développement 2018-2025 et le programme d'action du gouvernement 2021-2026 de l'autre côté, puis exploreront le potentiel de coopération dans la mise en œuvre des nouvelles mesures avancées en vue de promouvoir la coopération gagnant-gagnant et le développement partagé, ont-ils indiqué. La rencontre entre les deux personnalités a pris fin par un banquet offert par le président Xi Jinping au président Patrice Talon et à sa délégation. À partir du 7 septembre 2023, les mondiaux de la pétanque vont se dérouler à Cotonou. Plus d'une trentaine de nations en provenance de 5 différents pays, 5 différents continents participeront à ce championnat à quelques jours des hostilités. Le ministre Oswald Omeki a effectué une descente sur le bouldrome devant accueillir l'événement. Suivez le reportage de Grâce Avalikui. Le ministre des Sports s'est lui-même rendu sur les lieux où doivent se tenir la compétition mondiale du 8 au 17 septembre 2023. La place de l'Amazone sur le boulevard de la Marina. Aujourd'hui, on est fin prêt. Le gouvernement a joué sa partition et la fête sera très très belle. Une fête qui va réunir 38 voire 40 pays. Les guépards boulistes et les Amazones du Bénin sont aussi attendus sur les airs. Et pour Yaya Garba, président de la Fédération béninoise de pétanque et vice-président du Comité national d'organisation,
tout est prêt pour une meilleure performance de ces équipes béninoises. Point n'est besoin de rappeler la performance de notre équipe nationale. Il n'est pas nécessaire de dire que nous avons été sur le toit mondial en étant vice-champion et plusieurs fois la Coupe des Nations. Mais je dois dire que si tout le monde est derrière notre équipe, eh bien, nous n'allons pas décevoir. La Coupe restera ici au Bénin. Vous savez, Marcel, aujourd'hui, il est connu sur le plan mondial. Il a été le meilleur joueur de la Coupe en 2016. Gérard a été déjà vice-champion du monde de tir de précision. Si on n'avait même pas volé, il serait le champion. Et tous les petits, le colonel Gbé, Idami, tout le reste, ils ont déjà fait leur preuve ou en Espagne ou ailleurs. Mais je dois dire que notre équipe nationale est prête. Des mises au vert, depuis 3 ou 4 mois nous y sommes. Ils ont fait des tours au Maroc, on a fait Lomé, on a fait tous les pays qui sont à côté là. Et tout le temps, ils sont en mise au vert. Je crois que nous avons la meilleure équipe du moment. À partir de ce moment, que personne ne se fasse raconter l'événement. Nous souhaitons vivement que tout le monde, surtout que le gouvernement a déclaré la compétition entièrement gratuite. Les badges que nous donnons, c'est juste pour le contrôle. Elle est gratuite, mais contrôlée. Et nous sommes là pour dire merci au gouvernement, merci au ministre, dont la vision a été véritablement de faire révéler le Bénin par la pétanque. Nous y sommes. Nous demandons au peuple béninois de soutenir cette compétition par leur présence. Parce qu'en fait, c'est la première compétition mondiale que le Bénin organise. Et pour le dire, ce n'est pas seulement la pétanque, c'est toute discipline confondue. Du côté technique et organisationnel, le système mis en place est détaillé. 24 pistes de jeu de compétition de 4 mètres sur 15, vous les voyez derrière, avec un carré d'honneur de 2 pistes de la même dimension, 4 mètres sur 15. Et il a été prévu également des tribunes de 2036 places qui ont déjà été élevées, on le constater. Et il a été prévu de diriger des projecteurs. Les projecteurs vont donner une luminosité de 300 lux au sol et 1000 lux au foyer. Suivant les cahiers de charge de la Fédération internationale, ces projecteurs ont été réalisés et nous le constatons. Nous avons prévu également d'ériger des tentes pour les arbitres, qui est côté sud des aires du jeu. Nous avons prévu une tente pour la table de contrôle, pour la gestion de la compétition. Il y a une tente prévue pour la sécurité. Et dans cette tente, il sera positionné les écrans, puisque nous avons prévu un système de caméra vidéosurveillance pour baliser tout le site. Et derrière la tribune, nous avons prévu des tentes pour l'infirmerie, l'antidopage, le contrôle antidopage et la Croix-Rouge. Également, des chapiteaux pour la restauration. Et nous avons prévu aménager aussi des toilettes amovibles. Le ministre Oswald Omeki s'est réjoui de l'avancée des travaux et rassure que le Bénin est prêt pour accueillir toutes les différentes délégations des mondiaux de pétanque qui se joueront en pétanque individuelle, doublette féminin et masculin, doublette mixte, triplette masculin et tir de précision. Chaque jour, nombreux sont les Béninois qui s'approvisionnent soit en essence de contrebande, communément appelée essence paillot, aux abords des voies ou dans les stations à la pompe. Mais pourquoi certains préfèrent-ils le paillot à l'essence raffinée? Élément de réponse dans ce reportage de Clémence Tonoucoin. L'approvisionnement de l'essence est un geste presque quotidien pour les motocyclistes et les automobilistes. Pour le faire, ils ont le choix entre l'essence de contrebande, communément appelée paillot, et les stations-service. Il est vrai que dans un passé récent, le coût du liquide précieux dans l'informel attirait plus de clients. Mais depuis quelques semaines, les clients sont partagés entre le paillot et la station. Je prends les deux.
Mais actuellement, pour le moment, c'est la station. Pourquoi la station? Parce que la station est mieux. Mais quand ils ont augmenté l'argent, ça m'a énervé. C'était 2 mois maintenant quand le gouvernement a dit de prendre les stations. Moi, j'ai commencé à prendre pour les stations, quoi. Et je vois un grand différence. Et depuis ce temps-là, je prends le carburant du station. Parce que ça aide le moteur. Je constate que mon moteur, ça donne un bon goût, quoi. Et ça donne une filtration au carburateur, au moteur, tout ça là. Et ça dure. Quand on dit pour le poyot là, non. D'ici quelques minutes, ça a évaporé, quoi. Avant, je prenais à la station et aujourd'hui, les prix ont augmenté. Voilà que nous sommes en difficulté financière, il n'y a plus assez d'argent dans le pays et tout est devenu cher. Raison pour laquelle on s'aligne au bord de la voie. Et pourtant, ces consommateurs sont bien conscients des inconvénients de l'usage du paillot. Surtout au niveau de la voiture, on a beaucoup d'inconvénients. Il y a les pompes à essence qui se bouchent facilement. Le véhicule ne roule pas normalement comme ça doit rouler. On a l'usage des becs injecteurs, de la pompe. Il y a beaucoup de problèmes quand même côté des injections. Et l'essence au bord de la voie, bon, c'est pas bon. Parce que c'est les liquides, ils ont laissé ça en vrac. Donc le vapeur, les liquides, tout est déjà quitté dedans. Donc la manière, si tu prends l'essence, 1 litre à la station, si c'est 2 km que ça fait, au paillot, ça va faire au moins 1 km. Bon, si c'est seulement une station que tu fais, bon, si la moto veut faire 10 ans, ça peut aller avec les 10 ans. Mais si c'est paillot, il faut savoir que c'est à 7 ans. Dans les garages automobiles, les pannes dues à l'utilisation de l'essence paillot sont légion. La pompe à essence, le réservoir et le filtre, aucun compartiment n'est épargné. L'approvisionnement en essence paillot fait que les voitures ne répondent pas bien parce que ce n'est pas filtré. Ça contient des saletés qui bouchent le bec injecteur, le filtre à essence et autres, alors que l'essence de la station est filtrée et ça alimente bien le moteur. Pour ceux qui prennent le paillot, parfois quand vous démontez le filtre, il y a de la boue et de l'eau. Ou bien quand la voiture cogne et que vous ouvrez le réservoir, il y a de l'eau dedans. Les citoyens rencontrés ont souhaité que les efforts de construction de stations-service se poursuivent afin qu'elles soient plus nombreuses et plus rapprochées les unes des autres pour faciliter l'approvisionnement aux populations. 74 personnes, dont 12 enfants, ont été tuées et moins de 50 blessés dans la salle de l'immeuble à Johannesburg. Les détails avec nos confrères de RT. De mercredi à jeudi a été éteint, mais les pompiers s'activaient toujours dans la matinée pour tenter de retrouver d'autres éventuelles victimes. Le bâtiment est situé dans une zone défavorisée au sein du quartier des affaires de la capitale économique du pays. Les habitants s'y étaient installés de façon illégale, une pratique répandue dans le pays. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, déplore une immense tragédie. Vladimir Poutine a adressé ses condoléances à son homologue sud-africain. Monsieur le Président, veuillez accepter mes sincères condoléances suite au tragique incendie survenu à Johannesburg. Je vous prie de transmettre mon message de compassion et de soutien aux familles et aux proches des victimes, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement à toutes les personnes affectées. Respectueusement, Vladimir Poutine. Il n'est pas possible de déterminer immédiatement la cause du départ de feu, comme l'a souligné le porte-parole des services de secours, Robert Moulaoudzi. Lorsque la ville loue un immeuble, ceux qui en prennent la responsabilité doivent s'assurer que le bâtiment est bien entretenu, qu'ils sont en mesure de le restituer dans l'état dans lequel ils l'ont reçu. Mais ils ne peuvent pas être en mesure de se projeter ou de prédire dans quelle situation sera une entreprise qui arrêterait ses activités pour une raison ou une autre. Jusqu'à présent, nous inspectons tous les étages pour nettoyer, pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'autres corps non identifiés qui pourraient être piégés. Puis nous passerons le relais à la police pour une enquête plus approfondie. C'est un bâtiment abandonné ou squatté par des
des gens qui ne payent pas les charges, alors c'est ce qui se passe. Parfois, bien sûr, s'il n'y a pas d'électricité, ils utilisent d'autres appareils de chauffage pour essayer de continuer à vivre au quotidien. À ce stade, nous ne connaissons pas la cause de l'incendie, mais des enquêtes seront menées pour la déterminer. Nous ne défendrons personne. Si un fonctionnaire de la ville sera reconnu coupable d'avoir abusé de ses fonctions ou d'avoir manqué à ses responsabilités, des têtes tomberont à coup sûr. Nous terminons cette édition par l'Iran où Téhéran bloque en effet l'accès à l'Institut français de recherche. Suivez plutôt. L'Institut, en janvier dernier, après la publication par le magazine satirique Charlie Hebdo, de caricatures jugées insultantes pour le guide suprême Ali Khamenei, la plus haute personnalité religieuse et politique en Iran. Paris déplore la fermeture de l'IFRI et rappelle que le respect de la liberté de la presse est en vigueur en France. Dans ce contexte, le ministère français des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran. La France a dénoncé la pose de scellés sur les portes de l'Institut français de recherche en Iran, IFRI, alors que la France s'était pleinement conformée à la décision unilatérale iranienne de fermer cet institut en janvier 2023. Cette pose de scellés revient à priver la France d'accès à une collection d'ouvrages de grande valeur constituée par des générations de chercheurs français et iraniens sur plus d'un siècle. Compte tenu de l'ancienneté et de la valeur de ces ouvrages, elle emporte le risque de causer des dégradations et pertes irrémédiables pour la recherche scientifique. Cette atteinte contre l'un des symboles les plus anciens de la coopération scientifique et intellectuelle entre la France et l'Iran témoigne d'une volonté d'escalade des autorités iraniennes. La France appelle l'Iran à revenir sur cette décision unilatérale et à lever immédiatement les scellés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes sur Eden TV, Diaspora FM et sur tous nos réseaux sociaux. Bonsoir chez vous.